Vous connaissez tous, comme moi, j'en suis sûr, les boutiques de la Belle-Îloise. Comme moi, vous aurez été frappé par les couleurs des packaging qui transforment pratiquement les présentoirs en œuvres d'art. Parce qu'à la Belle-Îloise, on cultive le bon, déjà, et aussi le beau. J'ai voulu pousser plus avant les portes de cette entreprise fondée en 1932 par Georges Illier à Port-Maria, c'est le port de Quiberon. Georges a démarré en préparant et commercialisant deux recettes, j'adore ce pragmatisme, les sardines Saint-Georges à l'huile d'olive et les sardines La Belle-Îloise à l'huile d'arachide. L'entreprise s'est développée ensuite sur un business model original pour ce type de produit, un modèle assumé aussi, celui du retail et de la vente par correspondance. En découvrant l'histoire de cette entreprise familiale, j'ai été surpris de voir à quel point elle est fière de son histoire, de ses convictions, et en même temps, elle est résolument de son temps et tournée vers l'avenir. Mon invitée pour cet épisode est Caroline Illier-Lebranchu, sa présidente depuis 2006. Avec Caroline, nous allons revenir sur cette belle histoire entrepreneuriale et évoquer les grands défis de transformation auxquels elle répond avec son équipe pour que la Belle-Îloise continue d'être une entreprise de son temps et sereine pour son avenir. Bonjour Caroline. Bonjour Bruno. Ouais, merci Caroline d'avoir accepté mon invitation. Alors tu es la dirigeante de troisième génération de la Belle-Îloise, petite fille de Georges Illier, fondateur et fille de Bernard, fondateur Georges et fille de Bernard, qui a beaucoup contribué au développement de l'entreprise. Mais au-delà de t'inscrire dans cette lignée d'entrepreneurs, j'aimerais savoir qui tu es, Caroline, si tu veux bien te présenter de la manière qui te convient le mieux. Très brièvement, Caroline, Illier, effectivement, fille de Bernard, qui a co-dirigé avec mon oncle pendant 24 ans, cette entreprise dont nous allons parler. Écoute, je j'ai eu 50 ans l'année dernière, donc un cap dans la vie. J'ai Bravo. 3 enfants. Oui. Je vis, à la Trinité-sur-Mer et travaille à Quiberon, dans le Il y a sud plus grave. Morbihan. Il y a Ah oui. pire comme endroit, voilà, et travaille, depuis 2006, tu l'as dit, et puis j'ai repris la tête de cette entreprise en 2011, Mmh. travaille depuis ce moment-là, à la Belle-Îloise. Mmh. Alors tu vas nous raconter quel parcours t'a amené à reprendre la suite de tes prédécesseurs. Est-ce que c'était naturel ou ça s'est découvert au fil du temps? Alors déjà, c'est vrai qu'on est moi, mes frères et sœurs, on est 4 frères et sœurs. On est un petit peu tombés dedans quand on était petits puisque, à on a vécu, à Quiberon. On vivait un peu au rythme de la saison, sardines. On déambulait dans l'usine parce qu'à l'époque, on pouvait déambuler dans les usines. On y a fait parfois nos devoirs. On aidait parfois mon Ah oui. père, à appeler, les sardinières, qui, devaient, venir plus tard, et cetera. Et pour autant, moi, je m'étais dit: «Mais que jamais je ne ferais ça», d'abord, j'en avais un peu marre des sardines et puis, c'était un métier de bureau, donc je m'étais dit que ce qui était quand même bien, c'était d'être dehors. Finalement, le temps faisant, j'ai quand même fait une école de commerce, donc comme quoi les choses, Mmh. reste. J'ai fait une école de commerce, ceci étant pas dans l'idée de travailler à la Belle-Îloise à l'époque, mais dans l'idée de faire mon propre chemin. Ce que j'ai fait un temps puisque j'ai intégré, IBM juste après mes études que j'ai fait à Clermont-Ferrand alors on est très loin du monde de la Belle-Îloise, hein, une multinationale dans le monde de l'informatique et à Lille. J'y ai passé, un peu, ouais, presque 8 ans, et notamment en ayant fait un passage, dans le nord, en proximité avec le monde du retail puisque, à Lille, Oui, il y a beaucoup beaucoup d'enseignes. d'entreprises qui sont dans le monde du retail, notamment, autour de la galaxie, Mullier. Voilà, j'ai commencé dans le financement, chez IBM j'avais pour clients, ces entreprises, de la famille Mullier et puis après, en tant qu'ingénieure, d'affaires, j'avais aussi des clients dans ce monde-là et contre
toute attente, enfin je m'attendais pas à me rapprocher de l'abbaye lilloise à ce moment-là, mais en fait pour moi ça a fait tilt parce que, c'était le monde du retail et en fait ce que je préférais, dans cette histoire, c'était pas IBM, mais les projets qu'ils nous racontaient. Parce que Mmh. notre job, c'était Chez leurs d'accompagner clients. leurs projets, voilà, chez Beh, oui. à accompagner nos clients. Voilà et donc finalement, j'ai, exploré, c'est le début de l'exploration du retail en comprenant des problématiques, notamment, par exemple, autour du client, autour de la donnée, voilà et puis ensuite, Mmh. je toujours chez IBM, j'ai fait un passage, en région enfin à Paris, avec d'autres types de clients et puis, en 2005, on a décidé de revenir, en Bretagne, mais ça, j'expliquerai peut-être pourquoi. Mais c'était un Heu, choix familial ou voilà, professionnel? alors voilà, c'est vrai Ouais, que c'est ben, on pourra en parler tout voilà, à donc l'heure. dans les On années va 2000, effectivement, donc j'étais loin, voilà, je travaillais chez IBM. Mon mari travaillait, lui aussi d'ailleurs dans mmh. une multinationale. On a eu puis 2 enfants, d'ailleurs, c'est je crois après le premier que je suis allée voir mon père et voilà, ça avait cheminé. Je lui ai dit: «Mais voilà, si vous faites, qu'est-ce que vous voulez faire avec l'abbaye lilloise?» Moi, j'aimerais bien faire partie finalement de cette aventure et ça, Mmh c'était mh. pas prévu parce que, moi, je l'avais pas prévu. C'était un cheminement un peu alors tardif, j'avais dans les 25 ans, hein, mais c j'en avais jamais parlé et mon père ne nous en avait jamais parlé, ni à moi, ni à Ah mes oui. frères et sœurs, puisqu'il ne Mmh mh. voulait pas induire un choix. Mmh mh. Il voulait pas nous imposer un choix et donc ils ont été, alors quand je dis «ils», c'est lui et mon oncle, hein, qui, Oui, qui à travaille l'époque encore étaient avec tous les lui. 2, Mmh. à la Bévilloise, ont été, ravis finalement que quelqu'un, de cette génération se manifeste le désir, Bah, en tout oui, oui, cas, oui. de Oui, venir oui, un jour. Ça s'est pas fait tout de génial. suite, l'idée était là, ils ont accepté, ils ont dit que ce serait avec grand plaisir, mais ce n'est Mmh que mh. quelques années plus tard que j'ai dit: «Voilà, là, dans l'année qui vient, les 2 ans qui viennent, moi j'aimerais bien, Je que débarque. ça se passe Ouais. maintenant». Voilà et Oui, donc là, on s'est OK. préparé, on y reviendra Mmh. peut-être, mais on On y s'est reviendra. préparé Ouais, ouais. avant même que j'arrive à la Béloise. OK, c'est bien. On repartira, on parlera ça tout à l'heure. Alors peut-être Ouais. déjà pour décrire l'entreprise aujourd'hui en 2025, là en juin 2025, c'est quoi la Belle Lilloise, son business, ses chiffres clés, son organisation? En quelques La mots? Béloise, c'est c'est déjà ces 2 métiers, on l'a presque un peu dit, mais ces 2 métiers. Son métier historique, celui de conserveur et donc Oui. à ce titre, on est, une entreprise dans l'agroalimentaire, voilà. Mmh On est mh. des industriels, Oui. et on est fabricants et puis on a un deuxième métier dont on parlera aussi, hein, quand on parlera un peu de choix qui ont été faits, mais aujourd'hui, Mmh. en tout cas, on a un deuxième métier qui est celui de distributeur, Eh puisqu'on oui. vend en direct nos produits, Oui. à 95 dans un réseau de magasins que nous détenons, qui est un réseau en propre et Combien de puis, magasins? Combien de on magasins a aujourd'hui? 92 magasins Oui. et puis, par correspondance, donc principalement par internet. Donc c'est un Mmh. modèle de distribution directe et ça, c'est un autre métier, hein, Mmh. en tant qu'industriel agro, c'est voilà, on est comme d'autres industries agroalimentaires, qu'on connaît, hein, je sais pas moi, des entreprises, de Danone, des entreprises, de type Yak ou autres. Et puis de l'autre, quand, en tant que distributeur, c'est les entreprises qui exemple, bah, c'est des Decathlon, c'est des voilà, c'est des distributeurs et en fait, nous, on est un 2 en un parce que, on est Mmh. beaucoup plus petit que ces entreprises que je viens de citer, mais on est en Vous même temps doublez un les métiers? l'un et l'autre, quoi. Bah oui, oui. Et les magasins Alors les sont détenus chiffres en clés propre? Oui, oui, les magasins sont détenus en propre ou il y a des franchises ou quelque chose qui ressemble à ça? ce sont nos magasins, Vos magasins? et puis ce sont donc, bah, nos vendeurs, nos vendeuses, qui Mmh. représentent la marque dans nos magasins. Bah oui. Donc les chiffres clés alors? Alors les chiffres clés, on fait 65 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a un nombre de salariés qui est extrêmement variable, puisque tant en production qu'en magasin, on a une activité saisonnière. En Ah oui, production, c'est puisque vrai. c'est lié à la ressource poisson et aux saisons, Mmh. poissons, Mmh. sardines, maquereaux et puis, on a beaucoup de magasins en bord de mer et là aussi c'est saisonnier. Donc on est entre 400 et 650 personnes selon Mmh. les saisons, Mmh. en moyenne, Et le 500 personnes. et du coup, le gros de l'activité, c'est entre juin et septembre, grosso modo, hein? C'est Tout ça? à fait. Alors Sur les là, 2 c'est métiers? ouais.
Alors la saison sardine démarre qui est la grosse saison, elle démarre Mmh. mi-mai, début juin. Elle se termine mi-novembre, c'est assez long, hein, c'est 6 mois Ah oui, quand même. Mmh. et côté magasin, ça démarre à Pâques, on va dire et puis ça se termine à la Toussaint. Alors quand je dis ça se termine, le gros de la saison, hein, on est ouvert toute l'année. Ouais, Oui, il y a oui. pas de souci. Oui, oui. Un pic d'activité. OK, ben alors c'est intéressant de revenir. Moi, j'étais captivé quand je suis allé voir sur votre site internet et vous développez beaucoup l'histoire de l'entreprise. C'est vraiment intéressant d'ailleurs. Tout a commencé en 1932, donc ça fait 93 ans que l'entreprise existe. C'est donc ton grand-père Georges qui était issu d'une famille de pêcheurs et de marailleurs qui a eu le goût de partir dans l'industrie. Alors c'était de l'artisanat, j'imagine, à l'époque. Tu l'as connu ton grand-père? C'était quoi sa motivation en fait? Alors oui, je l'ai connu, bien sûr, je l'ai connu et donc c'était un personnage, mon grand-père. Et donc, J'imagine. il avait, alors effectivement, tu l'as dit, c'est vraiment de famille. Ses parents étaient marailleurs. Ils ont aidé, son frère aîné, son beau-frère à créer, eux, leur propre conserverie et puis plus tard, tout ce monde-là a aussi aidé mon grand-père qui a voulu créer aussi sa propre conserverie. À l'époque, il y avait 160 conserveries en France. Effectivement, une conserverie, c'est un atelier, hein, c'est Oui, c'est ça. petit. Ça vit complètement au rythme des saisons, mais à tel point que, bah, passé la saison, c'est fermé, en fait, hein, voilà. Mmh. Hem et donc lui, ce qui l'animait, mon grand-père, c'était quelqu'un qui était extrêmement méticuleux, hem, très exigeant avec lui-même surtout d'ailleurs et Mmh. donc ça se traduit dans, ce qu'il a voulu faire avec cette entreprise et donc ce qui primait pour lui, c'était la qualité des produits qu'il proposait à ses clients et mais vraiment à un point tel que lorsque, le monde a changé dans les années 60 et que, il y a eu l'émergence de la grande distribution avec l'objectif d'apporter, au plus grand nombre de Français, un grand nombre de références produits, eh bien, il a fallu que les industriels se transforment, mécanisent pour fabriquer plus, moins cher et voire même importent Mmh. et lui, ça viscéralement, lui qui était un homme de conviction, il ne ce que proposer un produit qui potentiellement pouvait être légèrement dégradé en qualité et même beaucoup, c'était impossible et Mmh. donc il est resté, on pourrait dire, comment dirais-je? On pourrait dire un peu campé sur ses positions, on pourrait dire obtus, mais non, c'était juste, un homme de grande conviction et il pouvait pas renoncer quelque part à ses valeurs et ses Mmh. valeurs primaient mais comme en parallèle, de ce côté exigeant, méticuleux et très tourné vers la qualité, il était aussi quelqu'un d'extrêmement, visionnaire, créatif, innovant, on dirait aujourd'hui, eh Oui. bien, il a réussi à donner cette vision de quelque chose de différent, quelque chose Mmh. d'autre. C'est de se dire: «Je vais vendre». Il y a des touristes qui arrivent, là, on est dans les années 60, plus en plus de touristes, et ben, je vais vendre mes conserves en direct aux touristes et ouvrir un premier magasin et on voit Mmh. bien que ça, c'est un peu le début, c'est même complètement le début de l'histoire. Il arrive, tout le monde fait des conserves, enfin, en tout cas, il y a beaucoup de conserveurs, tout va bien, il y a les aléas des saisons, bien sûr, mais tout va bien. Tout d'un coup, il y a un gros changement sociétal, Mmh. l'émergence de la grande distribution. C'est Lui, ça. il reste sur ses fondamentaux et on verra après que dans l'histoire de l'entreprise, c'est clairement les mêmes fondamentaux qui nous animent. Il Mmh. reste sur ses fondamentaux et plutôt que de mourir, eh bien, il sort du cadre, mais complètement, Mmh. quoi. Il sort complètement du cadre. Ça n'existait pas, la vente directe, ça n'existait pas. Il y avait même pas de commerce où on vendait comme aujourd'hui, je sais pas moi, des gâteaux, des épiceries fines, ça n'existait pas. Donc voilà et ça, c'est le début de l'histoire, en fait, de notre entreprise. Oui, oui et je crois qu'il était très, très sensible aussi au packaging. Il dessinait, je crois même lui-même le packaging des enfin Oui, oui, parce que l'impression la sur les qualité boîtes. ouais, Oui. la qualité, c'est le produit à l'intérieur et c'est ce qu'on Mmh. envoie à l'extérieur Ouais, et c'est donc ça. alors, est-ce qu'on parlait de packaging à l'époque? Je ne sais pas, mais c'est vrai, c'est lui qui dessinait donc pour dire qu'il avait quand même un côté quand même très créatif, c'est lui qui a dessiné, bah, les 2 premières boîtes d'ailleurs et en Ouais, c'est ça. particulier la sardine Saint-Georges. Oui. Alors il s'est inspiré d'une sculpture, hein, qui existe, hein, mais quand même, Mmh. avec, cette boîte rouge qu'on connaît bien, chez nous à la Belloise qui est je dois dire cette première boîte dessinée par mon grand-père qui est un des tout premiers produits de la Belloise et qui est aujourd'hui
en 2025, notre numéro un. C'est la boîte Ah, qu'on c'est qu'on dingue. vend on vend le C'est plus. dingue. Ah Donc ouais. c'est dingue, c'est dingue. Oh. Donc voilà, c'est vrai que enfin, c'est vraiment ce qui caractérise la Belle-Îloise, c'est qu'on verra qu'on est très tourné vers le futur, l'esthétisme, la qualité bien sûr, mais c'est vrai on est vraiment aussi très ancré sur cette histoire, Mmh. parce que Mmh. derrière cette histoire, il y a des valeurs fortes, il y a des fondamentaux et ces fondamentaux, on n'y a jamais renoncé et quelque part, c'est ce qui fait la solidité de l'entreprise aujourd'hui. On a un socle qui est extrêmement solide. Bien sûr, ça Donc n'est on a qu'un parlé socle, de la hein, on qua peut pas o rester là, ouais. mais c'est fondamental, en fait. Mmh. On a parlé de la qualité, à la fois du contenant et du contenu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui forme ce socle de valeurs pour l'entreprise? C'est quoi? Alors la qualité, effectivement, alors derrière nous, on pourrait derrière la qualité, il y a, c'est le fait d'être fier du travail bien fait, notamment, hein, c'est le savoir-faire, tout ça sont des mots clés et qui sont vraiment, fondamentaux et que nous on retrouve derrière un mot de valeur qui s'appelle l'exigence. Par Mmh. contre, on a une toute première re valeur, hein, qui vraiment, qui est fondamentale aussi à la Belloise, c'est cette valeur du respect. Alors on pourrait dire: «Oui, bon, tout le monde va parler de respect», mais en fait chez nous, ça prend une forme peut-être particulière, c'est que c'est le début du début. Pour faire un produit de qualité, il faut et on verra ensuite, il faut une matière première de qualité, des ingrédients de qualité et vous Mmh. n'avez pas de matière première de qualité, des ingrédients de qualité si on ne respecte pas la nature, les saisons, le rythme des saisons, les époques, le bon moment. Si vous ne respectez pas le temps qui passe, le temps de faire une cuisine, le temps de cuire et d'attendre que ça égoutte et de recuire et de mélanger. Et c'est surtout aussi le respect des hommes. C'est-à-dire que pour mettre des sardines dans des boîtes, pour cuire, pour sélectionner, pour laver, il faut des gens et ces gens, c'est toutes ces personnes, ce sont eux qui font la Belle-Îloise aujourd'hui et en fait, Mmh. dès le début, depuis mon grand-père, cette notion-là, elle est Au fondamentale. cœur. Et Mmh. au cœur de l'entreprise. Et derrière respect, on pourrait tout en dire, mais c'est effectivement le rythme des saisons, les hommes et tout. Donc bah, le respect, c'est s'ouvrir à l'extérieur, être à l'écoute, et on verra que ça nous sert beaucoup aujourd'hui. Être, ouvert, sur ce qui se passe, ne pas juger, s'attendre à changer d'avis, à revoir ses positions, voilà, c'est tout ça, Mmh mh. derrière, Mmh. le donc il y a quand même par rapport à ta question, c'est vraiment ce socle, c'est la qualité, ce sont les valeurs et dont la première le respect, mais Mmh. aussi, bah, voilà et puis ça transpire du coup dans la culture, dans l'entreprise, Mmh. de au du début jusqu'à aujourd'hui, en fait. Il y a une âme dans Mmh. une entreprise, hein, je pense dans toutes les entreprises. Alors c'est vrai que les gens qui viennent de l'extérieur chez nous et même ceux qui font juste un passage, parce qu'ils travaillent avec nous, disent que c'est pas neutre. On n'est pas une entreprise neutre. Voilà, Mmh. donc Singulière, on va on dire. sent cette âme qui transpire. Mmh. Mmh. Donc ton grand-père, se dit que c'est mieux de vendre en direct. Il crée le premier magasin, il y en a plus de 90 aujourd'hui et il y a eu aussi une bascule, ça a été la vente par correspondance parce que je crois que les gens qui venaient visiter, les ateliers ou l'usine à l'époque, les estivants, on s'occupait de leur prendre leur adresse pour leur envoyer un catalogue avec des produits. C'est ça qui s'est passé? C'était à quel moment Tout ça à dans fait. l'histoire? Alors ça, c'est en 82, mais avant 82, bon, mon grand-père, il a créé le premier magasin et c'était visionnaire, mais tout de suite après, il y a eu mon oncle et mon père, qui C'est eux ont ça. pris la suite de mon grand-père et qui ont Mmh mh. travaillé ensemble pendant 24 ans. Et Mmh. eux, finalement, alors mon grand-père a eu ce point de départ, mais ceux qui ont décidé d'appuyer et de dire: «OK, il y a quelque chose à faire avec ça», c'est eux. Ce sont les 2 La frères. deuxième génération. Mmh. Voilà, c'est eux qui ont créé le deuxième magasin, puis le Mmh 10e, mh. puis le 50e. Donc Mmh. et c'est eux donc qui ont, imaginé cette vente par correspondance. Alors la C'est vente ça. par correspondance en 82 très exactement, c'est quoi? C'est les gens payent par chèque, on a leur adresse. À l'époque, il y avait pas de RGPD et tout ça, donc on prenait les noms sur les adresses, mais c'était Sur autorisé les chèques. ou enfin Oui, voilà, oui, bien sur sûr. les chèques, pardon et Mmh puis mh. on prenait mon oncle
mon oncle Georges prenait sa plus belle plume et écrivait lui-même tous les courriers qu'il envoyait à ses clients. À Et la c'est main. génial parce que c'est quand même aujourd'hui pas neutre parce que ça représente quand même la vente par correspondance au sens large, qui maintenant quand même passe beaucoup par internet, hein. Mmh. Et ben, c'est 20 de notre chiffre d'affaires Ah mais oui. c'est surtout que notre entreprise, c'est niche, hein, on est sur un ultra niche, on fait, un produit qui est ultra qualitatif dans un produit qui de base est plutôt basique justement, Bah enfin oui. qui est Mmh. dans l'imaginaire, est basique et on en a fait un produit, haut de gamme. Il fallait se faire connaître donc comment on se et on avec une entreprise toute petite. Donc écrire aux clients, c'était un moyen de se dire: «Bah, souvenez-vous de nous, puis quand vous reviendrez, l'année prochaine, ne nous oubliez pas et puis peut-être même entre-temps, achetez-nous quelques conserves» et puis, voilà et c'est parti comme ça. Ils ont ouvert, 1 puis 2 puis 3 puis voilà. Quand mon oncle est parti en retraite en 96. Mmh mh. On avait 11 magasins et effectivement, on avait lancé la vente par correspondance, Mmh. qui entre-temps quand même, n'était plus, issue des chèques. Ouais. Alors donc reprenons le fil de ton histoire à toi par rapport à l'entreprise. Donc tu as émis le vœu de ta enfin tu as montré manifesté ton intérêt pour l'entreprise, ça a été très bien accueilli par ton père et ton oncle. Comment ça s'est passé? L'arrivée, l'intégration, les premières années, jusqu'à prendre la direction de l'entreprise? Donc j'ai manifesté ce désir en tout cas, ils ont accepté. Ensuite, mon père a aussi souhaité voilà, élargir un peu. On parlait aussi avec ma sœur, j'ai une sœur qui a 3 ans de moins que moi et qui elle est de formation ingénieure agro. Qui a Mmh mis mh. du temps, tout ça, ça a pris du temps à mûrir, qui a mis du temps pour finalement dire qu'elle voulait pas s'inscrire dans ce choix de vie professionnel, mais toujours rester Mmh. s'intéresser à l'entreprise. Mon frère était dans autre chose et ma plus jeune sœur, elle était encore étudiante, donc trop jeune pour s'intéresser au sujet et puis du coup, on a décidé que j'y allais comme ça. On s'est dit: «Mais comment va-t-on faire?» Et donc mon père, travaillait à l'époque, avait déjà travaillé avec quelqu'un qui les avait un peu accompagnés dans la réflexion stratégique parce qu'entre-temps, on était à ce moment-là dans les années 2000 et l'entreprise avait beaucoup évolué. Notamment, ce qu'a fait mon père beaucoup, c'est structurer le retail. Il en a Mmh mh. de quelque chose, on n'a pas parlé, un peu improvisé au départ, hein, avec des racks, voilà, une table. Il en a fait un concept de distribution Oui. avec une plateforme de Mmh mh. marque, une stratégie et cetera et donc ce monsieur, il lui a demandé de travailler avec nous, c'est-à-dire, lui et moi, pour préparer mon arrivée et m'accompagner, tout au long de mon intégration ou de cette transmission. Donc on a Mmh mh. travaillé 6 mois avant avec ce coach. Pour dire: «Mais tu vas arriver, mais pour faire quoi? Qu'est-ce que comment tu vas te positionner? Comment tu vas y faire quoi au quotidien et ça va durer combien de temps?» Et on a fait un parcours de Mmh 5 mh. ans. Et donc ce parcours, quand je suis arrivée, donc le premier jour, je me souviens très bien, bah, j'ai fait un petit discours, hein, aux salariés qui étaient là pour dire voilà pourquoi je viens. Parce qu'en fait, je Mmh mh. venais pour reprendre l'entreprise. Mmh mh. C'était Et clair à tout de l'époque, suite. on était en 2006, j'étais quand même jeune, mais on leur a dit: «Bah, on se donne 5 ans et mon père va partir, fin 2010» et ça, on est Mmh en mh. 2006, donc je sais pas si les gens nous ont cru, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé et pendant Ouais. 5 ans, j'ai suivi tout un parcours, on va dire, pris en des responsabilités successives, accompagné, mon père sur tous les sujets, on va dire un peu clés, et stratégiques. La dernière année, 2010, on l'a fait vraiment en duo. On faisait tout ce qu'il faisait, je le faisais, sauf que là, c'était l'année la pire parce que autant avant j'avais un manager qui était mon père et puis voilà, j'avais un périmètre de responsabilité et je l'accompagnais sur pas mal de sujets. Mais quand la dernière on dit: «Bah, on décide ensemble», mais en réalité les gens venaient voir l'un ou l'autre parce qu'on n'était pas non plus collés, l'un à l'autre. Puis, Mmh mh. moi je disais: «Mais c'est pas moi qui décide, mais bon on peut faire ci» et puis mon père disait: «Ah mais c'est quand même encore moi le patron». Enfin bon, pour les collaborateurs, c'était un C'était pas le peu meilleur moment. difficile. Bon, Mais finalement, ça s'est bien passé parce qu'on s'entend bien et mon père est parti le 31/12/2010 comme il l'avait dit. et moi j'étais là,
j'ai revêtu l'habit le 1er janvier 2011 Mmh mh. et en fait, ça s'est fait vraiment dans la continuité. On avait Mmh. vraiment c'est un peu je dis toujours, c'est un peu comme si on alors il y a un côté un peu je saute en haut d'une montagne en parapente. Moi, je l'ai fait, on a fait un stage, on a vu des vidéos, on s'est entraîné sur des demi-pentes. Puis il y a le jour J où on saute tout seul du haut de la montagne. Bah, là, il y a un Mmh. peu ça. On se prépare, on est accompagné, on a vu plein de trucs, on a vu à peu près on a balayé tous les sujets. Mais le 1er janvier, quand on saute, en fait, on par contre, ce qui nous manque, c'est qu'on a zéro expérience, quoi. Donc, on Oui, saute quand même oui. et l'avantage, c'est qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a des équipes Mmh. et que finalement, les choses, en tout cas pour moi, se sont très bien passées. Est-ce que tu te souviens de la première décision vraiment engageante que tu aies prise toute seule en tant que dirigeante? Ou bien c'est noyé dans un ensemble de choses? Ouais, non, je saurais Non? pas m'en souvenir, j'ai l'impression Pas de parce qu'on décision décide tout marquante? le temps. Oui, oui, Faut oui. toujours décider, Oui. dans la vie d'un dirigeant. Alors c'est vrai que c'est nouveau par contre. Moi avant, je décidais pas beaucoup parce que c'est mon père qui décidait et si toutefois je devais décider, on était 2 quoi, ou je Mmh mh. participais à une décision. Là, fallait que je décide. Après je me souviens pas. Je me souviens pas non plus comme enfin pour moi décider, c'est pas une difficulté non plus. Peut-être, Mmh mh. par personnalité, je on décide toujours en ne sachant jamais tout. Bon, bah, il faut prendre une décision, ça nous enfin, ce rôle nous appartient. Mmh. Maintenant, moi, je sais aussi m'appuyer beaucoup sur, les autres. Je veux dire, on n'est quand même pas seul dans une entreprise, heureusement. Ouais, Enfin, on est même, justement, loin, loin explique-nous d'être parce seul, quoi. ouais, parce que j'imagine que ton père et ton oncle, ils ont travaillé ensemble à eux 2, ils faisaient la direction, donc un duo. Oui. J'imagine qu'à l'époque, il y avait pas de CODIR ou de COMEX ou de choses comme ça. Toi, tu es arrivé, tu t'es retrouvé seul. Après, tu as été en duo avec ton père, mais depuis que tu es seule dirigeante, est-ce que tu as éprouvé le besoin de justement organiser les choses pour une direction plus collégiale avec une instance de direction? Comment ça fonctionne? Alors bon, déjà mon père entre 96 et 2010, il était seul dirigeant, donc il y avait plus mon Ah oui, oncle. il l'a été. Oui, c'est ça. Voilà, il a été longtemps dirigeant, on va dire seul aux manettes. Mmh Il mh. avait mis lui-même en place un CODIR. Alors c'est vrai que par nature, c'est aussi une question de génération, c'était un petit peu plus, on va dire, peut-être une Top entreprise un down. petit peu patriarcale et Mmh. moi, j'arrive, je suis une autre génération, donc ça marche pas comme ça, à ce moment-là et donc le CODIR, il était déjà là. Pour une partie d'ailleurs, je l'avais, i déjà entre-temps, dans la vie de l'entreprise, certains étaient partis quelques années avant et donc quelque part, moi j'avais participé au moins pour 2 personnes clés à leur recrutement et même, la directrice industrielle dans la dernière année, donc j'étais pleinement, je veux dire, c'est même moi qui ai emporté la décision parce que mon père m'avait dit: «C'est toi qui bosseras avec elle», donc bon voilà, c'était quand même une équipe que j'avais contribué à «nommer» entre guillemets, et donc effectivement, nous, on est dans une entreprise où il y a un comité de direction. Les membres du comité de direction, dans leur périmètre, sont patrons. Ils sont Mmh mh. patrons de leur périmètre. Bien sûr, on en Mmh. discute, bien sûr, il y a des points, réguliers qu'on fait ensemble, mais ce sont des directeurs, j'attends Oui, oui. d'eux et c'est l'attente qu'ils ont eux aussi d'avoir quand même Mmh. une grande autonomie et donc en revanche, c'est ensemble qu'on va réfléchir l'avenir, la stratégie de l'entreprise et bien sûr, si toutefois, à un moment donné, il faut prendre une décision, je dirais que c'est moi qui, au dernier recours, décide, mais quand même, c'est beaucoup de co-construction Mmh. et ça, j'ai envie de dire de Mmh. plus en plus. OK, et donc avec cette équipe, depuis 2011, tu as continué de construire le parcours de l'entreprise. Ça a été quoi les faits marquants dans ces dernières années, là, des avancées, puis après on pourra parler de l'avenir tel que tu le vois, c'est Alors important aussi puisque la mission d'un dirigeant, c'est aussi de préparer l'avenir. alors je dirais qu'il y a quand même plusieurs étapes parce qu'effectivement mon père avait un mode de management, j'en ai un autre forcément depuis, l'époque. Ce qui compte, ce qui est très marquant depuis 2011, hein, le moment où j'ai pris, la suite de mon père, c'est, d'abord l'entreprise avait beaucoup grossi, hem et elle continuait de grandir et donc il a fallu structurer.
Oui. Il a fallu, on a mis en place, des choses qui étaient beaucoup plus process. Mais ce process, il fallait qu'il soit transversal, donc on a notamment mis en place le management par les processus avec beaucoup de transversalité, Mmh. pour arrêter à la fois les décisions, descendantes, mais aussi les silos. Donc on a structurellement modifié l'organisation de l'entreprise. Mmh. Ça nous a 1re occupé au étape. moins, depuis 2011 jusqu'à, voilà, pendant les 5 années, qui ont suivi. Mmh. Ça, c'est une première contribution. Ensuite, on a décidé aussi d'aller explorer des horizons nouveaux. Déjà à l'époque, en allant dans les villes, alors qu'on la BOS c'était des bords de mer, donc on s'est développé en ville, on s'est développé en Belgique. C'était des éléments nouveaux. On a aussi testé des nouveaux, métiers. Et Et ça a puis fonctionné de la même façon en ville? ça fonctionne bien sûr, oui, ça va. Oui, C'est oui, d'autres oui, ça clients fonctionne. justement, on touche Oui, d'autres clients, c'est d'autres modèles, mais oui, tout à fait, oui, et on verra d'autres qu'on a contextes d'autres d'achat. enjeux Mmh. pour le futur. OK. Mais donc je dirais qu'on a structuré l'entreprise, ça a Oui, pris du temps. On a développé, de nouveaux, pistes, on va dire, des marchés. de business pour la Belliloise. Et enfin, Mmh. on a aussi, tout ça nous a amené jusqu'à 2019 où on a rechallengé la raison d'être de l'entreprise. On est arrivé à un Ah. moment où on a dit: «Mais finalement cette entreprise, elle est là pourquoi? Elle sert à quoi?» Et on a rechallengé profondément sa raison d'être, et c'est là qu'on s'est déjà rendu compte que on voulait rester solide sur nos fondamentaux, mais qu'on avait Mmh. des enjeux considérables à adresser, et que, on voulait pas le faire n'importe comment, et qu'au-delà de ça, on avait une grande responsabilité dans notre secteur, le monde dans notre filière, le monde du poisson, mais en tant que distributeur et en tant qu'acteur économique, on va dire, en France. Et donc c'est Mmh. à partir de ce moment-là qu'on a réécrit notre mission, notre raison d'être, qu'on a pris des engagements forts et qu'on a Tu la connais décidé par d'être cœur? à la fois, pardon? Tu la connais par cœur? Tu la connais par cœur, la raison d'être, pour nous Ah la oui, bien citer? sûr, permettre à Ouais, chacun de vivre mieux en conciliant manger sain et plaisir, parce qu'on est vraiment voilà. sur cette conviction que l'alimentaire change notre, santé et la manière dont Oui. on est, on se sent, mais et que Mmh. nos achats ont une influence sur le climat, et que donc on doit être responsable de nos achats, mais que tout ça, on ne doit pas le se faire en se flagellant chaque matin, mais au Mmh. contraire, on peut le faire avec plaisir, le plaisir du goût, le plaisir des bons moments, et donc nous, notre mission, c'est d'apporter ça. Une Oui. alimentation saine, équilibrée, qui fait du bien à soi-même, du bien à la planète, et tout ça, avec goût et plaisir. Donc Mmh. bien sûr, c'est très important. Mais donc on a pris cette décision forte qui nous a amenés aujourd'hui à être société à mission, et donc quelque part, c'est un challenge, supplémentaire chaque jour, de progresser sur ce chemin, et donc c'est encore une autre étape dans la vie de l'entreprise, en Mmh. complément des défis qui sont, face à nous. Donc on peut Alors parler peut-être aussi. pour ceux et celles qui nous écoutent, qui connaissent moins, ce sujet des entreprises à mission, en un mot, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise à mission? Alors une entreprise à mission, en fait, ça veut dire on a une raison d'être et on a pris des engagements, et cette raison d'être et ces engagements figurent dans les statuts de Mmh. l'entreprise. Mmh. Alors qu'est-ce que ça change? Bah, ça change beaucoup de choses. Ça veut dire que déjà tous les actionnaires ont acté que, les statuts étaient changés, et qu'au-delà de faire des bénéfices, l'entreprise devait, et c'était statutaire, respecter ses engagements. Et à Mmh. partir du moment où c'est statutaire, on s'inscrit sur le temps long, et moi, c'est ce qui m'intéressait, c'était d'obtenir de mes actionnaires, qui sont mes frères et sœurs, mes cousins et cousines, d'obtenir d'eux que cette démarche qu'on avait initiée, qui est forte, hein, et qui est très engageante, ils y adhèrent, et qu'ils y adhèrent sur le temps long. Et une fois que c'est dans les statuts, on doit mettre en place un comité de mission qui contrôle, la manière dont on remplit cette mission, et qui produit un rapport à destination des actionnaires chaque année, et on est audité, pardon, par un organisme tiers indépendant qui lui, comme n'importe quel audit, hein, dans d'autres cadres, vient auditer et vérifier les preuves, que, on est bien dans l'exercice de notre mission. Mmh. Et donc c'est extrêmement engageant et challengeant. Est-ce que ça a eu un impact, excuse-moi, à la fois sur l'entreprise, ça évidemment, mais est-ce que ça a changé des choses aussi sur la famille, dans les rapports entre vous? Est-ce que le fait d'avoir réfléchi à la raison d'être de l'entreprise, ça a induit des nouveaux sujets de discussion entre vous? Clairement pour les plus jeunes générations. Nous, parmi nos actionnaires,
ce sont les G3, c'est-à-dire que c'est Oui, c'est moi, mes frères et sœurs, certains oui. sont plus jeunes, mais aussi mes cousins, cousines qui sont plus âgés. En revanche, nous, comme mes cousins, cousines, on a commencé à en parler ou parfois même à transmettre à nos propres enfants, la G4. Mmh mh. Mmh. Et eux, ils sont d'une génération où c'est primordial. Mmh. S'intéresser à une entreprise, c'est bien, mais que fait cette entreprise et que fait-elle pour son environnement? Et donc ça, c'est vrai qu'il y a pas une réunion, une instance où on ne parle pas de ça. Alors déjà parce que Mmh. nous, cette démarche, qui s'appelle Agir en conscience, à la Belle-Îloise, cette démarche, elle est totalement imbriquée avec notre stratégie. Il n'y a pas de stratégie et une stratégie Agir en conscience. Il y a une stratégie qui intègre Oui. cette démarche Agir en conscience et donc c'est totalement imbriqué. La raison d'être, elle est au cœur du business model, en fait, la mission de l'entreprise, hein, c'est ça? Donc, Tout à fait. avec une mission aussi claire, le business model, alors à la fois peut s'ouvrir, il peut s'élargir. Alors On en parlera peut-être oui, sur tout à de fait. ouais. Tout à fait. C'est aussi d'ailleurs dans cette optique, quand on s'est dit: «Mais que va faire notre entreprise? À quoi elle sert? Quelle est sa vocation? Et comment est-ce qu'elle peut avoir comment dirais-je? Une existence durable?» parce que Oui, finalement on parce peut que, se poser la question de son existence bah, il y a une question autour de la ressource, du poisson. et voilà et nous dans nos enjeux, il y a le changement climatique, il y a le changement climatique en général, la ressource poisson, les transformations sociétales, parce que je rappelle qu'on est Mmh. à la fois un industriel et un distributeur. Distributeur. Donc Mmh. il y a la question du transport bien sûr, mais même dans l'industrie et tous les industriels se posent cette question, dans l'agro en tout cas, d'une manière générale, c'est est-ce que, les gens veulent toujours faire ces métiers-là? Et comment est-ce Mmh. qu'on rend attractifs ces métiers dans un monde qui change, où on n'attend plus la même chose de son travail et du rapport à l'entreprise? Si on n'adresse pas ces sujets, mais de manière, profonde, demain, on n'a plus de collaborateurs potentiellement. Alors j'exagère, ça se fera pas du jour au lendemain, les gens ont quand même besoin de travailler, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas d'avoir des collaborateurs, c'est d'avoir des collaborateurs qui croient en ce qu'on fait, Mmh. Mmh qui mh. ont envie d'être là, qui ont envie de contribuer, À cette mission. d'apporter leur valeur ajoutée. Si voilà et donc c'est vrai que le changement climatique, la ressource poisson et la transformation, sociétale, ce sont des grands défis pour nos Mmh. entreprises et pour nous en particulier, qui questionnent la pérennité de notre entreprise. Mmh. Donc aujourd'hui, les sujets qui nous occupent, ceux qui m'occupent aujourd'hui, c'est ça, c'est quoi la pérennité de la Belle-Îloise demain? Et donc c'est quand même un vrai sujet, parce que s'il y a pas de poissons demain ou que là où sont mes magasins, on est, sous l'eau, parce qu'il y a aussi ça, bah, on fait quoi? Donc je peux pas faire l'autruche, Oui, ce sont oui, oui. des c'est incroyable quand on se Mais alors projette alors, oui. à 50 ans, peut-être que ce sera plus moi, mais si j'ai pas préparé l'avenir, Mmh. c'est mon rôle de préparer l'avenir de l'entreprise, en fait. Oui, et j'imagine que vous avez déjà imaginé des réponses. Est-ce qu'il y Oui, en a qui sont partageables ici sur ce podcast? alors tout n'est S'il y a pas plus de poissons, partageable, on va faire mais quoi? S'il y a bien plus de sûr. poissons, vous faites quoi à la Belle-Îloise? Alors déjà, je voudrais revenir sur le modèle économique, qui est basé Mmh. sur des fondamentaux que j'ai évoqués tout à l'heure avec et les fondamentaux, c'est des valeurs fortes et la qualité et c'est aussi l'innovation. Dans nos fondamentaux, il y a l'innovation. Il y a aussi, dans nos modèles économiques, cette vente directe que j'ai évoquée tout à l'heure Oui. et Mmh ça, mh. en fait, ces fondamentaux puissants, mais aussi cette capacité d'innovation et la vente directe, c'est extrêmement résilient et donc à part c'est déjà le socle avec lequel on travaille et dans tout ce que je viens de dire, j'ai pas dit poisson, j'ai pas dit bord de mer, j'ai pas dit, exclusif, j'ai donc Mmh. mais nous, en fait, notre décision, c'est de s'appuyer sur ces fondamentaux parce qu'on pense que c'est ce qui nous a rendus solides dans le temps et qui nous rendra Mmh. solides demain. En revanche, on doit vraiment évoluer. On doit Mmh. vraiment évoluer dans nos manières de travailler et dans notre proposition de valeur. Et donc c'est ce sur quoi on travaille. Alors sans surprise et ça on l'a déjà largement partagé et clairement c'est un axe très Communiquer. fort pour nous, c'est Mmh. que c'est le type de produit qu'on propose. Aujourd'hui nous, notre savoir-faire, c'est de sélectionner des matières premières de qualité et de cuisiner. C'est ça nos Oui. métiers, On cuisine Oui, des oui. produits de qualité. Bah, Mmh mh. demain aujourd'hui déjà que je fasse, des sardines, des tartinables à base de thon, maquereau, et sardines
ou que je fasse des tartinables comme on fait à base de pois chiches, comme du houmous, aux algues Mmh. et au citron, c'est le même savoir-faire et donc Oui. c'est clair, aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous permet de nous diversifier et de relâcher la pression sur le poisson. En revanche, Bah, on oui, va c'est pas ça. abandonner le poisson non plus puisque on est légitime, mais il y a poisson et poisson. Spécialiste. Où est-il? Comment on le pêche? Lequel on n'achète pas? Mmh. Et ça, c'est des Mmh. questions de fond Mmh. effectivement qu'on adresse. Mmh. Mmh. Il y a des militants aussi dans ton équipe? Autour de toi? Alors, ça c'est une très bonne question, et alors D'abord, non, je ne sais pas, il y a l'es-tu? sûrement des L'es-tu militants. toi-même? Non, alors moi je suis pas militante, hein. Je suis engagée, Mmh. mais je suis pas militante. Et tu es Peut-être que dans réaliste peut-être l'équipe, surtout? voilà, je suis réaliste, engagée. Je pense que j'ai une Mmh. responsabilité en tant que Bah, oui. chef d'entreprise, en tant qu'entreprise, on a une responsabilité peut-être même plus grande que d'autres parce que nous, on a le pouvoir d'agir avec une entreprise. Alors que Mmh. d'autres n'ont pas à leurs mains quelque part un outil. Qu'est-ce que je fais de cet outil? J'ai la Sauf responsabilité leur d'en choix faire de quelque chose. consommation. Mmh. Dans leur consommation, tout à fait. Voilà. Mais du coup, il y a peut-être des militants, sûrement qu'il y en a dans les équipes, mais c'est pas ce qu'on valorise nous dans l'entreprise. On Mmh. valorise des Je comprends. voilà, qui sont voilà, et c'est sûr que c'est vrai que beaucoup de collaborateurs à la Belloise, mais je pense que c'est vrai ailleurs, ils sont pas là par hasard. Ils cherchent quand même à avoir du sens. Il faut que ça fasse écho. Nous, on a une proposition à faire, on a une vision à donner, et ceux qui sont là, on imagine qu'ils partagent au moins un peu ou beaucoup la vision qu'on propose, du monde et du futur. Après, peut-être certains, par ailleurs, sont militants, mais c'est pas, moi, dans cette posture-là que je me positionne. Oui, 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 oui. Oui, oui. On a parlé de l'adaptation de l'entreprise à la société qui évolue, aux préoccupations autour de la planète, de la ressource, et cetera. Est-ce que le sujet de préparer l'avenir de l'entreprise en tant que telle, dans sa transmission, ça fait partie aussi? Tu as 50 ans, est-ce que c'est déjà dans tes sujets? La gouvernance Oui. peut-être, l'implication de la quatrième génération, est-ce que ça se fait déjà ça, la quatrième génération? Est-ce qu'elle est d'une manière ou d'une autre impliquée dans le fonctionnement de l'entreprise? J'ai compris qu'elle a travaillé autour de la mission de l'entreprise, mais est-ce que déjà il y a des relations qui se créent de façon plus étroite? Non, pas beaucoup, et c'est un vrai sujet. Donc moi, j'agis sur 2 sujets, tu l'as évoqué. Un, la gouvernance. En fait, Mmh. aujourd'hui, j'ai besoin aussi de sécuriser l'entreprise. Moi, je suis à la tête de cette entreprise, mais je suis aucun autre membre de l'entreprise en fait partie, et les gens sont De pas la famille, aujourd'hui formés de la pour famille. prendre le lead. Donc ça Mmh. veut dire que qu'est-ce qu'on fait s'il m'arrive quelque chose, quoi? Beh Donc oui. moi, je dois travailler sur la gouvernance pour sécuriser Mmh. l'entreprise et Mmh. effectivement, commencer à préparer l'avenir. Voilà, je ne sais pas dans combien de temps ce sera, mais on sait aussi, quand on écoute, moi j'écoute mes collègues chefs d'entreprise, c'est du temps Mmh. long, là, si on Beh veut oui, bien oui, faire, oui. Ça c'est s'anticipe, 10 ça se ans, prépare. Bah voilà. oui, exact. Donc je suis pas prête. J'y travaille avec d'abord sécuriser la gouvernance tout de suite et puis préparer, l'avenir, et du coup, dans préparer l'avenir, c'est comment j'implique différemment et davantage, les acteurs, et les actionnaires et demain, les plus jeunes générations. Donc ça passe par un conseil de famille notamment, ça Mmh. passe aussi, par des propositions qu'on pourrait faire à des mais aujourd'hui, le problème, c'est que dans la quatrième génération, soit les gens sont sur d'autres métiers complètement, soit ils sont trop jeunes. Donc il y a un temps de toute façon, de passage, qu'il faudra voilà, Mmh. qu'il faut Un justement mûrissement. tenir compte. Mmh. Mais voilà, on voit, moi, plus j'avance sur ce sujet, plus je vois que, j'y suis pas du tout, et finalement, je trouve que mon père avait très bien fait les choses. Alors il a eu la entre guillemets, la ch le c'était chouette que quelqu'un se positionne. En l'occurrence, moi, je me suis positionnée, mais il l'a pas fait seul et on l'a beaucoup préparé. Donc Mmh. moi, à minima, je ferais différemment parce que l'entreprise fait plus la même taille, mais il faut que je le prépare, quoi, et donc là-dessus, je Mmh. me fais accompagner, hein. C'est quelque chose que je ne fais pas seule, parce qu'on a besoin de bénéficier de regards, extérieurs qui eux-mêmes voient d'autres, exemples, sachant qu'aucune Mmh. entreprise n'est pareille, mais on peut quand même s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Mmh. Beh, Caroline, je crois qu'on arrive, au terme de notre échange. Moi, je suis très impressionné parce que
Justement, cette première impression que j'ai eue en visitant votre site internet qui montrait ce lien entre l'histoire, les valeurs, des convictions fortes qui ont des choix importants qu'ont posés les entrepreneurs qui t'ont précédé et que tu continues de faire, donc des choix forts. Comment ça permet à une entreprise de traverser l'histoire? Vous fêterez dans quelques années vos 100 ans et je Mmh, trouve ça magnifique de voir une entreprise se transformer au fil du temps comme ça. Donc merci de nous avoir partagé cette expérience et moi, merci à je ne toi. visiterai plus les magasins La Belle-Illoise complètement de la même façon puisque j'aurai en background tout ce que tu viens de nous raconter aujourd'hui. Donc j'invite tous ceux qui nous écoutent à l'occasion de leurs prochaines vacances au bord de la mer, mais peut-être dans certaines villes aussi, si tu trouves un magasin, ben de rentrer, de franchir la porte et de contempler ce travail bien fait, le goût pour le bon, le beau. Merci Caroline d'être venue sur notre podcast du campus des dirigeants. Un grand merci à toi. Merci Au revoir Bruno. Caroline.